Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Bien dans ma thèse. Si vous êtes actuellement étudiant et que vous vous posez des questions sur le doctorat, qu'est-ce qu'un doctorat, pourquoi faire un doctorat et comment s'y prendre, si vous êtes déjà actuellement doctorant et que vous souhaitez entendre des retours d'expérience de d'autres doctorants, être inspiré et surtout vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, ou bien si vous êtes déjà docteur et que vous souhaitez en apprendre plus sur d'autres domaines que le vôtre. Bienvenue, je m'appelle Mathilde, je suis actuellement en 3e année de doctorat et je suis la fondatrice de Bien dans ma thèse. Au travers de ces épisodes, je pars à la rencontre de vous, doctorantes et doctorants, pour que vous puissiez nous partager vos retours d'expérience, vos quotidiens, vos angoisses, vos peurs, mais aussi vos joies. Alors installez-vous bien confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans ma thèse. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Marie. Marie qui est une amie que je connais depuis très longtemps puisque nous avons fait notre première année d'études supérieures ensemble en 2012. Ça fait bizarre. Mais voilà, Marie est actuellement doctorante en sciences criminelles en Suisse. Et donc, pour les gens qui me connaissent, vous savez que rien que dire le mot suisse me remplit de joie. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je vous laisse en compagnie de Marie et moi-même pour cette super interview. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. Bonjour Mathilde, avec plaisir. Alors Marie, toi tu es actuellement en 4e année de doctorat à l'école des sciences criminelles à Lausanne. Tout à fait. Donc, tu fais un doctorat sur les traces digitales. C'est ça. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ton doctorat et de comment se passe ta thèse, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours scolaire parce que, je fais un petit spoil, mais je sais ce que tu as fait parce que on était ensemble en première année d'études. Exactement. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours scolaire et surtout, est-ce que tu as toujours eu envie de faire un doctorat ou est-ce que ça s'est présenté à toi un peu par hasard ? D'accord. Alors, pour commencer, je fais un doctorat du coup en Suisse, donc pas du tout en France, mais je suis française, donc comme ça pose un petit peu le cadre pour ceux et celles qui aimeraient faire un doctorat en Suisse. Donc mon parcours, si on reprend depuis le lycée, j'ai fait un bac S, j'avais obtenu mention très bien, sachant qu'aujourd'hui, pour entrer à l'université de Lausanne et donc en sciences criminelles, il faut avoir une moyenne de 14. Si on veut déjà rentrer en première année. Donc déjà, sciences criminelles, on peut se dire pourquoi. Enfin, moi, c'est un domaine qui m'a toujours passionnée depuis que je suis toute petite. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardaient NCIS, les experts et tout ça. Et puis, pour rien vous cacher, moi, j'étais fan d'Abby dans NCIS. Et puis, du coup, voilà. Je me suis retrouvée là-dedans et c'était toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, première année assez difficile, gros taux d'échec, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs, de très bons souvenirs. Mais des bons souvenirs et des moins bons. Ouais, aussi. Année difficile, mais une fois qu'on l'a passée, ça va mieux, on est soulagés. Et on rentre un peu plus dans le vif du sujet sciences criminelles, parce que la première année, c'est vraiment une année de sélection, on a beaucoup de maths, beaucoup de physique, beaucoup de chimie, rien de très vraiment sciences criminelles. Bon, on avait quand même quelques cours, je me souviens. On en avait deux seulement, sur les 16 ou 20 qu'on avait. Ouais, puis la criminologie aussi quand même, enfin voilà quoi. Ouais, mais pas beaucoup au final comparé à l'ensemble des matières qu'on avait. Donc c'est vrai que je sais que ça pouvait décourager aussi certaines personnes où on était un peu impatient d'aller vers le vif du sujet, on va dire. Et puis du coup, deuxième année, on rentre dans le vif du sujet, on commence à voir un petit peu tout ce qui est ADN, photographie, traces de semelles, drogue, vraiment les trucs super cool. Et on a beaucoup de travaux pratiques, donc ça c'était vraiment déjà quelque chose qui me plaisait. Et puis il y avait tout cet aspect finalement nouvelles technologies, recherche qu'on abordait pas mal dans les cours. Et il y a 2-3 sujets déjà qui me faisaient un petit peu de l'œil, où je me disais c'est super intéressant, etc. Et puis fin de 3e année, donc ce qui correspond à la licence, en Suisse ils appellent ça le bachelor, on avait un stage à faire. Donc moi j'avais choisi l'INPS à Lyon, où j'ai passé 1 mois là-bas, où j'ai développé finalement, c'était pas très glamour, mais un remplacement de réactifs dans une solution qu'ils utilisaient pour révéler les traces digitales sur du papier et d'autres supports poreux.
Et puis quelque chose que je me suis aperçue finalement lors de ce stage, c'est que dès qu'on arrive à tout ce qui est nouvelles technologies, développement, appliquer des méthodes qui finalement pourraient marcher et puis permettre de résoudre des affaires, bah, la réponse était un peu toujours la même, c'est non, on n'a pas le budget et on applique ce qui est fait habituellement en routine. Donc déjà là, même si j'adore, enfin à la base, moi je m'étais vraiment dit, j'ai vraiment envie de rentrer voilà, dans la police scientifique après, d'avoir un poste où on fait un peu de recherche et tout ça. Mais finalement, même pour avoir été dans une unité comme ça, bah c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement, dans la réalité. Et puis je me suis un peu remise en question en me disant, mais finalement, moi, ce qui me plaît, c'est de développer un peu ces nouvelles technologies, expérimenter, tester. Donc déjà là, je commençais à me dire, pourquoi pas une thèse si je trouve vraiment un sujet qui me passionne. Donc c'était un peu la conclusion déjà à laquelle j'étais arrivée à la fin de ma licence. Et est-ce que dans ton cursus, on vous en parlait souvent du doctorat ou pas trop? Pas trop, on voyait souvent, bah, finalement, nos assistants en travaux pratiques étaient toujours ceux qui faisaient des doctorats, mais ça, j'y viendrai après. Donc, on savait un petit peu les sujets sur lesquels ils travaillaient. Des fois, on les croisait dans les couloirs, on voyait qu'ils étaient souvent en labo, etc. Puis, lors de petites soirées, on avait l'occasion de discuter avec eux. Mais les profs, en tant que tels, n'en parlaient pas vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes par an qui sont ouverts. Et puis, on va dire qu'ils attendent que les étudiants soient proactifs, qu'ils proposent eux-mêmes des sujets, plutôt ce genre de choses. Ils vont pas venir, eux, en parler ouvertement. Voilà ce que vous pouvez faire en doctorat, venez nous rejoindre, patati patata. Ça, il n'y a pas du tout. Parce que je suppose que finalement, les gens de tes promotions qui se sont dirigés vers un doctorat, en fait, ils ont tous fait un doctorat en sciences criminelles. Ils sont pas partis dans un doctorat hors domaine, enfin hors sciences criminelles. Sauf un, l'année passée en fait, qui n'était pas de ma promo, qui était 2 ans après moi, mais qui était dans le même labo là où je fais ma thèse actuellement. Lui, il est parti dans tout ce qui est un petit peu recherche génétique, thérapie génique, donc tout ce qui est un peu plus biomédical. Mais c'est le seul exemple que j'ai en tête à l'heure actuelle. Mais de toute façon, il faut savoir que même si on a fait sciences criminelles, ça peut vraiment ouvrir à beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Ça, je pense que je reviendrai dessus après. Et puis, bah justement, à la fin de cette année de licence, on commençait à parler de ces nouvelles technologies, un petit peu de chimie analytique poussée, et puis des choses finalement qu'on peut appliquer dans d'autres domaines. Et voilà, ça commençait à me plaire. Puis j'ai gardé cette idée un peu sous le coude. Et puis finalement, en master, on doit assez se spécialiser. Et puis c'était assez un choix stratégique de ma part, vu que j'avais vu que finalement en police, c'est assez fermé, qu'on peut pas beaucoup innover, développer de choses. Je me suis dit, mais sciences criminelles, on peut faire tellement de choses. On peut aller dans des fraudes pharmaceutiques, fraudes aux assurances, fraude de cybersécurité, chimie analytique pour, je sais pas, les entreprises qui impriment des billets, qui font du traçage de produits, développement aussi parfum, analyse finalement de la composition du sang, si on veut détecter certains marqueurs. On peut vraiment aller très très loin, puis s'orienter dans la banque, le biomédical, les douanes, plein de choses. C'est ça en fait avec les sciences criminelles qui est formidable et qui moi aussi me plaisait beaucoup, c'est vraiment la pluridisciplinarité du domaine, quoi. C'est ça, c'est génial et ça ils le mettent de plus en plus en avant. Donc voilà, ceux qui nous écoutent, faut pas penser que sciences criminelles, on va forcément finir dans la police scientifique. Ça peut vraiment, on peut vraiment se diriger vers plein d'autres choses. Après, la chose difficile, c'est vraiment de mettre en avant cette pluridisciplinarité et puis faire comprendre aux gens qu'on n'est pas que la police scientifique, quoi. Donc voilà. Puis du coup, dans cette optique, au master, j'ai pris des cours en fait à l'école polytechnique parce qu'on pouvait choisir des cours à option. Et on est un peu rattaché à l'école polytechnique fédérale. Et puis justement, tout ce qui était chimie analytique m'intéressait, mais tout ce qui était ADN aussi. Et il faut savoir qu'en sciences criminelles, c'était soit à l'époque, on choisissait un master plus centré sur l'ADN, soit un master plus centré sur tout ce qui est chimie analytique et drogue. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le master qui s'appelle identification, où on voit beaucoup tout ce qui est traces digitales, ADN, etc. Et mes cours à option étaient spectrométrie de masse, et pas mal de chimie analytique à l'école polytechnique, parce qu'on avait le droit de faire ça dans notre cursus, ce qui fait que je me suis retrouvée avec un bagage finalement assez complet entre ces deux masters, je dirais. Bon, voilà. Et puis à la fin de mon master, j'ai fait justement un sujet qui concernait la composition chimique des traces digitales. Donc là, on imagine un peu dans les experts, quand on les voit prendre un verre ou un papier et puis révéler des super traces.
toujours des super traces en fait dans les experts, sauf qu'en réalité, si vous prenez un objet, bah, votre trace elle va être toute glissée, toute dégueu, et puis bah, c'est clair. Et puis finalement, bah, l'ADN qu'il y a dedans, parce qu'on se dit c'est la deuxième chose qu'on peut faire, on va l'exploiter. Sauf que généralement, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est compliqué. Puis je me suis dit, bah ok, technique de chimie analytique, pourquoi on n'analyserait pas juste de quoi est faite cette trace, et puis bah, voir si on arrive en fait à différencier les gens à partir de ça. Tout bêtement. Idée très bête, mais avec une technique qui commençait à faire un peu le buzz dans tout ce qui était sciences criminelles, qui est une technique assez particulière de spectrométrie de masse. Et puis, ça a super bien marché. J'ai réussi à montrer que sur 5-6 personnes, on pouvait facilement les différencier juste en analysant de quoi étaient faites leurs traces. Et puis, bah, en fait, j'ai proposé tout simplement ce sujet-là comme projet de thèse, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce truc. Ça veut dire que potentiellement, plus tard, si ça fonctionne réellement à grande échelle, eh ben, ce serait une nouvelle façon d'exploiter des indices, quoi. Et d'un autre côté aussi, développer mes compétences de chimie analytique. Donc, du coup, me voilà embarquée pour le doctorat avec un sujet qui était en prolongation avec mon sujet de master. Alors, étant en Suisse, du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que, parce que là, je prends l'exemple de la France, tu vois, tu peux faire une thèse avec des financements ministériels, avec des financements régionaux, avec des financements nationaux. Tu peux passer par un concours des écoles doctorales, ou tu peux juste postuler à des offres de thèse, ou bien toi-même proposer un sujet de thèse à un chercheur. Comment ça se passe pour vous, en règle générale, et comment ça s'est passé pour toi? Alors, en tout cas, à l'Université de Lausanne, mais également à l'École Polytechnique Fédérale, chaque année, sur le site, en fait, des jobs, ils proposent justement des places d'assistants doctorants. Ce qui veut dire pratiquement que, en fait, on n'est pas payé directement pour faire notre thèse, mais on est payé pour enseigner, en fait, au master, au bachelor, etc. Donc, au final, on signe ce contrat, ce qui nous assure un salaire, qui correspond à peu près au SMIC en Suisse, pour financer notre vie de tous les jours et puis en parallèle faire notre recherche. Après, on peut également demander, et moi j'ai eu la chance en fait de commencer avec ce contrat d'assistant doctorant et en parallèle demander ce qu'on appelle un fonds national, donc ce qui correspond à une demande de fonds classique, où finalement ça a été accepté, ce qui fait que je suis passée sous contrat fonds national en lien avec l'université, ce qui en soi ne m'a pas vraiment changé grand-chose en pratique. C'est plus le fait de dire qu'il y a cette possibilité également. Et j'ai toujours une petite charge d'assistanat à côté qui sont considérées en fait comme des indemnités supplémentaires sur ma feuille de salaire. Mais voilà, de base, on va proposer un poste, on sera payé en tant qu'assistant pour donner des cours, et notre thèse, en fait, on l'a fait en parallèle. C'est pour ça que d'ailleurs, ça dure 5 ans et non pas 3 ans comme habituellement les temps normaux pour une thèse. En règle générale, en tout cas, toi, dans l'entourage que tu as, tous les doctorants et doctorantes que tu connaisses, vous passez par ces postes d'assistanat. En tout cas, vous donnez tous des cours, quoi, à côté. C'est ça, complètement. Voilà, après, il y en a qui viennent de l'étranger et qui avaient obtenu un fonds national en amont. Du coup, après, ils peuvent choisir, en fait, vu que le fonds national, ça fait un salaire un peu plus faible que le SMIC, de donner, comme moi je fais actuellement, de l'assistanat en plus ou pas pour avoir ces indemnités. Mais sinon, tous les autres, oui, on a tous répondu à l'offre qu'il y avait en fin d'année. Et puis ensuite, c'est les professeurs et également certains assistants qui décident quels sujets sont les mieux, les plus intéressants, mais également les besoins qu'ils ont dans certains travaux pratiques, en fait. Parce que souvent, les professeurs connaissent très bien les étudiants et puis préfèrent avoir un tel ou un tel dans leur équipe aussi. Donc voilà. Pour toi, c'était une évidence de continuer ton doctorat là où finalement tu as fait ta licence, ton bachelor et ton master? Oui, et puis ce qui m'avait beaucoup plu, parce qu'il faut savoir que si on reste en doctorat, on est toujours 5 ans à l'université. C'est un peu le monde des bisounours, hein. Si on reste vraiment 5 ans de plus à l'université, on se rend pas vraiment compte de la réalité du travail à l'extérieur. Et lors de mon travail de master, j'avais déjà eu la chance en fait de collaborer avec le Centre de médecine légale Romand, qui est en lien en fait avec le centre hospitalier.
Donc j'avais mon labo déjà complètement à l'extérieur de l'université, et puis ce qui me faisait un petit peu voir finalement la réalité d'un vrai laboratoire toxicologique, chimie analytique en dehors. Et voilà, quand je me suis lancée dans ce projet de thèse, je savais que j'allais continuer cette collaboration parce que du coup j'ai un directeur de thèse à l'université et un directeur de thèse au centre de médecine légale. Donc je suis vraiment à cheval entre ces deux mondes. Et puis ça me permet, je trouve, d'apprendre aussi beaucoup plus de choses que si j'étais restée cloîtrée, entre guillemets, au sein de l'Uni. Ok, maintenant on va parler un peu de ton quotidien de doctorante en Suisse. Donc tu nous as un peu expliqué sur quoi tu travaillais, mais est-ce que tu peux parler davantage de ton sujet de recherche et surtout finalement à quoi ressemble ton quotidien de doctorante en Suisse? Oui, alors vu que j'avais la chance entre guillemets de repartir sur le même projet finalement que mon travail de master, j'avais déjà quelque chose d'assez tracé. Et pour la demande de Fonds national qui est arrivée après, on s'est dit simplement on va analyser plus de personnes sur un total de 1 année. Donc en fait, toute mon année passée, je l'ai passée à faire des analyses au laboratoire. Un jour, je récoltais des traces de personnes qui venaient le matin, l'après-midi. Le lendemain, j'allais au labo. Et le surlendemain, rebelote. Des personnes allaient déposer des traces et ensuite, j'allais les analyser au labo. Et en parallèle, en fait, faut savoir, et je pense que toi aussi dans ta thèse, tu t'es confronté à ça, que le plus difficile, c'est pas tant d'acquérir les données, c'est de les traiter après. Et puis, malheureusement, dans la plupart des études qu'on fait, on nous apprend pas à coder, enfin pas vraiment. Et tous ces traitements statistiques, big data, data science, enfin c'est du chinois quand on débarque. Et puis il faut apprendre un petit peu à se débrouiller. Donc en parallèle de tout ça, je me suis dit je vais optimiser mon temps, puis je vais faire des cours en ligne pour acquérir des spécialisations en data science pour pouvoir traiter mes données. Ce que j'ai fait. Et puis vu que j'avais déjà des données de base de par mon travail de master, je me suis entraînée sur ces données-là. Ce qui fait que j'ai pris un peu le problème à l'envers, c'est que finalement j'ai optimisé mon traitement de données avant d'acquérir mes données réellement. Ce qui fait que maintenant je me retrouve avec toutes mes données, un traitement qui est déjà prêt, et puis là je suis en mode je convertis mes données avant de les passer dans le workflow de tout ça. Mais si vraiment il y a un conseil que je peux donner même de manière globale, c'est que faut profiter en fait de cette liberté qu'on a avec le doctorat pour acquérir de nouvelles compétences, parce que finalement c'est ça qui va nous démarquer sur le domaine du travail après, et puis montrer aussi que cette pluridisciplinarité elle s'exprime de plein de façons différentes, puis qu'on est polyvalent, entrepreneur, et qu'on peut apprendre en permanence finalement. Ouais, là je te rejoins totalement parce que donc là tu parlais des cours en ligne, donc effectivement il y a plein de plateformes comme Coursera ou PhD c'est là où j'ai fait. Voilà, c'est top. Et en plus, alors je sais que pour certains cours tu dois payer pour avoir le certificat, mais pour certains autres non. Alors donc, non, même pas, ouais, parce que moi du coup j'ai tout fait sur Coursera parce que je voulais des reconnaissances quand même de grandes universités. Et typiquement, j'ai pris Johns Hopkins pour la spécialisation complète de 10 cours en data science. Et puis là, j'en ai fait une autre de la School of Business de l'Université de Virginie. Et en fait, même si les cours à la base sont payants pour pouvoir obtenir le certificat, il y a toujours en fait écrit en dessous demande d'aide financière. Et puis, il faut juste remplir une sorte de petit questionnaire. Pourquoi vous voulez participer à ce cours? Quels sont vos buts? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et honnêtement, ils m'ont jamais refusé une demande d'aide financière, ce qui fait que tous mes cours, en fait, je les ai pas payés. Ah c'est intéressant à savoir ça, tu vois, je ne savais pas. Mais ouais, ce que je voulais te dire, c'est que en fait, donc t'as la possibilité de faire des cours comme ça, mais je sais pas comment ça se passe pour vous en Suisse. Mais en fait, nous, de toute façon, en France, on est obligé d'avoir des heures de cours scientifiques et non scientifiques pour valider notre doctorat. Donc, c'est-à-dire selon les écoles doctorales auxquelles on dépend, on a un certain nombre d'heures à valider. Et donc, que ce soit des cours qu'on va faire en physique lors de summer school ou spring school dans des grandes écoles ou peu importe, ou bien des cours à distance comme tu fais. Et en fait, nous, vraiment, l'école doctorale nous oblige. Alors, je sais pas si vous avez comme ça des nombres d'heures à valider. Pas du tout. Ah oui. Pas du tout, justement pas. Et c'est pour ça que, j'en profite pour dire que si c'est pas obligé, comme pour nous, c'est pas le cas, faut vraiment, pas se forcer, mais un petit peu quand même, à acquérir ces nouvelles compétences, parce que c'est pas du tout obligatoire. Nous, même finir sa thèse, on en parlait l'autre jour, on n'est pas contraint de rendre avant la fin de notre contrat, par exemple.
Oui, Donc, ce oui, qui je fait qu'il comprends. il y en a beaucoup qui finissent leur contrat sans jamais avoir leur thèse aussi. Et Ouais. ça, pour moi, enfin, c'était inenvisageable de toute façon. Mm. Mais qui se retrouvent aussi, en plus, à pas trouver du travail parce que ils ont pris ces 5 années un peu en mode vacances et ils se retrouvent sans rien. Mm. Donc ça, c'est vraiment un conseil, je pense qu'il faut retenir et appliquer. Ouais, en fait, finalement, en tout cas en Suisse, c'est vrai que avec la charge de cours que vous avez, le fait que vous ayez pas vraiment des obligations, parfois ça peut être un peu compliqué à se focus sur votre thèse en fait. C'est ça, c'est ça. Et surtout, il faut savoir qu'en fonction des superviseurs qu'on choisit ou qui nous ont choisis, Mm. il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que c'est vraiment à nous d'être proactifs, d'être autonomes, de venir avec des idées, d'avancer, de demander des réunions, etc. Parce que sinon, c'est pas eux qui vont venir vous chercher, quoi. Mm. Il y a ça aussi. Et du coup, maintenant que tu en es déjà à ta 4e année, Oui. comment tu le vois avec plus de recul, ton doctorat en Suisse? Est-ce que déjà, tu es très heureuse d'avoir fait un doctorat? Bon, je suppose que oui, parce que comme tu nous l'as expliqué, tu as appris beaucoup de choses, etc. Mais voilà, est-ce que peut-être tu te dis des fois, tiens, j'aurais peut-être dû faire un doctorat ailleurs ou pas du tout? Alors non, moi honnêtement, si je devais le refaire, je referais la même chose. Mais je pense que je suis dans cette optique-là parce que j'ai vraiment un sujet qui me passionne, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et comme dit, je suis vraiment à cheval entre ce côté police scientifique parce que finalement, alors oui, j'analyse une composition chimique, ça pourrait être une composition chimique de médicaments ou je ne sais quoi, mais ça reste voilà dans le domaine trace digitale, ce qu'on voit à la télé, même si c'est pas si simple. Donc il y a toujours ce côté un petit peu enfantin, moi, qui me plaît, et puis ça fait un peu rêve de petite fille, et puis il y a tout le côté chimie analytique, un peu plus poussé, traitement de données, où à la base, je suis une personne qui déteste coder, et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire tellement de choses que je commence à y prendre goût, donc comme quoi, ne jamais dire jamais. Et non, là, franchement, je le referais, parce que voilà, j'ai appris énormément de choses. Que ce soit voilà en sciences criminelles de base ou d'autres domaines qui sont beaucoup plus larges et puis qui nous ouvrent aussi beaucoup de portes. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es bien dans ta thèse? Complètement. Complètement. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Même si voilà, il y a des journées, faut qu'on se le dise, il y a des journées où on a des hauts, des bas, il y a des périodes où on est plus ou moins productif. Ça, faut pas s'en inquiéter non plus. Moi, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup peur aussi. Puis finalement, quand on est en surproductivité, ça va compenser les périodes où on est en sous-productivité. Et puis c'est un peu, voilà, c'est la vie aussi. Et puis ça nous forge un petit peu le caractère au passage. Mais ça, ce que tu viens de décrire là, le fait où il y a des jours où on est en surproductivité et d'autres pas du tout, mais ça, je crois que c'est vraiment l'adage du doctorat, quoi. Enfin, moi, vraiment, il y a des semaines où pendant 2-3 jours, je vais... comme si je vais sortir de mon corps et me regarder en haut en mode mais qu'est-ce que tu fais? Et il y a d'autres jours où je vais être à fond et travailler des heures et des heures. Enfin, c'est ça. Ça a aucun sens. Il y a des jours voilà, où je vais faire du 8h, 22h, parce que je suis sur une idée, puis je vais absolument vouloir la résoudre et je vais pas partir tant que ce sera pas fait, et parce qu'il y a l'idée qui arrive sur le moment. Puis il y a d'autres jours où je dois écrire quelque chose ou avancer sur une expérience, et même le fait de bouger mes fesses pour aller au labo, c'est un défi. Donc voilà, mais c'est normal, et puis on s'y fait, et puis après je pense que on sait aussi s'auto-gérer par rapport à ça plus le temps passe. Alors maintenant, voilà, tu nous as un peu parlé de ton quotidien de doctorant, tu nous as expliqué ton sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta... Bon, avant pandémie, hein, bien évidemment, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vie sociale pendant ton doctorat? Comment toi, tu l'as vécu donc avant cette année, hein? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez beaucoup de choses qui sont mises en place pour les doctorants déjà au niveau du campus et plus généralement au niveau de la Suisse? Enfin, voilà, comment tu l'as vécu? Alors, on a l'avantage aussi, où on nous pousse énormément à assister à pas mal de conférences, et à présenter justement si on a quelques résultats, même si c'est qu'un poster ou autre. Ça, ils encourageaient avant la pandémie énormément. Donc ça, c'était vraiment bien. Puis ils avaient les fonds en fait pour nous financer la plupart du temps. Donc ça aussi, c'était assez sympa. Et également, tous les ans, là, je fais également partie du coup de cette commission. On a l'école doctorale que l'école des sciences criminelles organise, où il y a tout le temps justement des personnes qui viennent de l'étranger. Et c'est assez du coup cosmopolite, on voit plein de sujets, c'est très très chouette. On a tout le temps des invités assez exceptionnels aussi, qui se passent tous les étés. Et voilà, malheureusement, l'année passée, ça a été reporté.
Mais on a ça, et puis les directeurs de thèse encouragent voilà, assez leurs doctorants à assister à cette école, surtout que pour nous, bah, c'est tout frais payé, vu que c'est nous qui l'organisons. Et voilà, on avait ça. Puis sinon, il y a toujours aussi au sein du campus plusieurs administrations qui proposent des petites conférences sur, par exemple, comment créer sa start-up. Là, il y avait une conférence récemment suite au Covid où ils proposaient par Zoom de discuter finalement bah, du taux de dépression qui augmente, de comment gérer tout ça. Enfin, pareil, des permanences aussi psychologiques ont été mises en place. Ça, c'est un peu plus pour l'après-Covid. Et puis, de manière globale, toujours une bonne ambiance qui régnait là au sein de l'école des sciences criminelles en doctorant. En tout cas, toujours des petits apéros qui s'organisent un peu à l'improviste ou pas, des petites soirées. C'était assez convivial. Après, moi, c'était un petit peu différent vu que j'étais beaucoup moitié au sein de l'université puis moitié dans l'autre laboratoire. Donc, j'étais un petit peu pas mise à l'écart, mais voilà, j'avais pas forcément le même train-train social que tout le monde. Et puis, il faut savoir que je fais beaucoup de sport à côté, donc du coup, ça me prenait aussi beaucoup de temps. Mais non, j'étais, voilà. Puis, je suis toujours très bien dans ma thèse, c'est pas le souci. Mais en tout cas, il y a tout pour faire. On n'est pas mis à l'écart. Si on a des questions, il y a des services qui sont à notre écoute. Même le directeur de l'école des sciences criminelles, en tant que tel, s'il y a un souci, même s'il y a besoin de parler, il sera toujours là. Vu qu'on n'est pas... Enfin, on est grand sans être très grand. Mais du coup, ça reste vraiment un univers... où tout le monde se connaît, où c'est voilà, très convivial, très accueillant. Et ça, c'est vraiment très, très sympa. Le seul point négatif, comme je disais avant, c'est que finalement, bah, c'est un peu le monde des bisounours, parce que dans un vrai contexte de travail, moi je le vois dans le laboratoire où je fais mes analyses, bah, c'est pas si joli que ça, en fait. Donc voilà, c'était un peu le point noir. Mais sinon, il y a tout pour faire. Tout pour bien faire. Au niveau de tes débouchés, voilà, c'est vrai que les sciences criminelles, c'est quand même un domaine particulier. On va pas se mentir, c'est un peu une niche. Comment ça se passe, même si c'est très pluridisciplinaire finalement? Est-ce que tu vois, en tout cas avec des anciens doctorants, que vous pouvez avoir du mal à trouver du travail? Est-ce que c'est difficile de rester dans l'académique déjà en Suisse et en plus dans votre domaine? Enfin, comment tu appréhendes un peu tout ça? Alors moi, une chose est sûre, je sais que je veux pas partir en postdoc. Parce que je me vois pas rester dans l'académique ni enseigner toute ma vie, pas parce que j'aime pas ça, mais parce que c'est pas forcément là où je me vois. Et puis de toute façon, voilà, si on veut continuer en postdoc et ensuite revenir en Suisse, il faut faire une demande, Fonds national d'un postdoc et c'est obligatoirement à l'étranger. Et vu que c'est obligatoirement à l'étranger, ça veut dire que les 2 ans de financement qu'ils vont nous accorder vont faire qu'on n'aura pas le droit au chômage. Ce qui fait qu'en gros, si à la fin des 2 ans, tu trouves pas de job, bah t'as droit à rien. Donc ça, déjà, ça réfrène un petit peu. Et puis, pour être professeur, bah, les places sont chères, hein, il y en a pas beaucoup. Et puis, moi, c'est pas forcément voilà, quelque chose qui m'attire. J'adore la recherche, j'adore les nouvelles technologies. Mais pour continuer voilà, à développer, moi, je me vois plus dans un laboratoire recherche et développement en chimie analytique. Donc, ça peut être dans le domaine pharmaceutique, ça peut être dans le domaine... comme je disais avant, d'analyse sanguine pour plein de choses, pour votre profil nutritionnel, pour le sport, pour les contrefaçons de billets de banque. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être aussi la police, parce qu'il y a des postes qui sont ouverts aux personnes non suisses, mais pareil, ce sont des postes qui sont très, très rares. Et puis finalement, en Suisse, si on veut finir à la police, bon déjà, il faut un permis particulier, et puis en tant qu'étranger, pour l'obtenir, c'est minimum 5 ans de travail ininterrompu, et il y a encore des conditions supplémentaires. Il faut faire 1 an supplémentaire d'école de police. Donc en fait, faire une thèse pour finir dans la police, clairement, ça sert à rien. On peut très bien le faire après son master. Et c'est pas, ça, ce serait pas quelque chose que je recommanderais. Enfin, si on se lance dans une thèse pour finir à la police en Suisse et qu'on est étranger, c'est pas le parcours idéal. Il y a pas mal d'amis aussi qui sont partis dans l'antidopage, par exemple, donc pour des grandes organisations internationales. Parce qu'il y a tout le côté aussi sportif, hein, UEFA c'est en Suisse, l'agence internationale qui s'occupe des JO pour l'antidopage, elle est en Suisse. Il y a vraiment beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Puis il y a tout ce qui est criminalité informatique qui, à l'heure d'aujourd'hui, clairement est un domaine ça doit être fait le boom. Ça doit être un domaine qui ne manque pas de postes. C'est ça. Alors voilà, et maintenant justement, ils ont développé un master exprès pour ce domaine-là. Donc moi, j'ai pas fait ça, mais typiquement, en me forçant, entre guillemets, à aller au bout de cette spécialisation en data science,
je sais que je peux postuler pour, par exemple, des banques, pour voir s'il y a des fraudes aux assurances ou autres, passer des techniques où on analyse des données. Donc après, analyser des données en sciences criminelles, bah, ça reste des données. Donc on peut exporter ça à plein de domaines. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Et il faut se vendre comme ça, pas comme spécialiste sciences criminelles, mais spécialiste traitement de données, extraction de tendances, ce genre de choses. Ouais, en fait, c'est ce que j'allais te dire, c'est que finalement, peu importe le domaine dans lequel on fait notre doctorat, on va forcément acquérir des compétences qui peuvent tellement être utilisées dans plein de choses qu'on pouvait pas imaginer avant. Enfin, c'est ça. Et c'est ça, je te rejoins tout à fait. Il faut le mettre en avant parce que souvent, il y a des doctorants qui vont penser que, oh non, le domaine est bouché, etc. Mais non, en fait, il y a tellement de compétences qu'on a à la fin d'une thèse que, mais on peut faire beaucoup de choses, en fait. C'est ça. Mais il faut bien faire attention aussi, finalement, au sujet qu'on choisit. Parce que j'ai vu certaines personnes, exemple débile, mais s'orienter dans la reconstitution de fragments de verre, etc. Alors oui, c'est super cool et ça les passionne. Mais ça reste là, pour le coup, ultra fermé. Donc, faut faire quand même attention à ce qu'on choisit malgré tout. Et là, du coup, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure et faire des cours en ligne à côté, des formations à côté pour acquérir plus de connaissances. Vu qu'on a l'opportunité, en fait, de le faire. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je suis vraiment partisante de dire que surtout dans les thèses expérimentales, la thèse, c'est pas juste être 5 jours sur 5 au laboratoire, vraiment. Et après, bien évidemment, il y a malheureusement des superviseurs, des directeurs, directrices de thèse qui vont être un peu de la vieille école et qui vont obliger les doctorants à être toujours là au laboratoire, à faire des manips, produire des datas. Mais en fait, un doctorat, c'est pas que ça. Et il faut vraiment en avoir conscience que c'est aussi une chance et l'opportunité d'investir dans notre avenir et d'investir dans des formations que on n'aurait pas pu faire sans un doctorat, quoi, ou avec le temps du doctorat, quoi. Parce qu'on n'aura pas forcément le temps ni l'énergie de le faire une fois qu'on aura un poste à temps plein dans une grande entreprise ou je ne sais où. Donc, tout à fait. C'est exactement ce que tu dis. Il faut profiter de ce temps-là pour se construire, en fait, tout simplement. Tout à fait. Et bon, je souhaite quand même en parler parce que, donc, si j'ai bien compris, tu as aussi bien du travail en laboratoire, mais aussi bien du travail de traitement de données, donc assez important chez toi. Oui. Comment tu l'as vécu pour toi, la pandémie? Donc, c'est arrivé pendant ta 3e année. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place, en tout cas, surtout lors du premier confinement? Enfin, c'est vrai qu'en Suisse, vous, c'était un peu différent. C'était un semi-confinement, ouais. Ouais, alors, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu as mis en place et comment tu l'as vécu, surtout par rapport à ta thèse? Oui, alors justement, vu qu'en plus c'était l'année où je devais suivre presque une vingtaine de personnes pour acquérir leurs traces pour ma thèse, autant dire que quand ils nous ont dit vous avez plus accès au labo, c'était un petit peu le choc. Mais du coup, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai continué à avancer en fait sur les certifications que je faisais en ligne, tout bêtement. Je me suis dit, c'est l'occasion. Je fais les demandes financières à la chaîne. Comme ça, j'ai tous les cours qui sont débloqués et puis je peux terminer cette fameuse spécialisation en data science. Donc ce temps-là m'a vraiment permis en fait de peaufiner tout ce qui était le traitement de données que j'allais appliquer par la suite. Donc de nouveau, on revient à ce fait de prendre la fin pour le début, etc. dans l'ordre logique d'un traitement de données. Mais vu que je pouvais plus aller au labo, on n'avait pas le droit d'aller au bureau non plus, on avait le droit encore de sortir, il y avait encore des choses d'ouvertes, etc. Mais télétravail obligatoire. Donc j'ai vraiment profité de ce temps-là pour continuer à me former, pour me former aussi dans d'autres domaines qui m'intéressaient au passage, pour finir de rédiger un article qui était en cours. Et puis finalement, quand on pouvait de nouveau retourner au labo, j'ai finalement décalé les dates pour mes prélèvements de traces à plus tard, là où je pouvais les réinjecter dans le planning qui avait été validé par le Fonds national. Et puis je me suis débrouillée comme ça. Et puis finalement, tout a assez bien roulé, je dirais. J'ai eu de la chance là-dessus. Voilà. Je sais pas comment si ça répond à ta question. Ouais, non, mais comment ça s'est vécu ta relation avec tes directeurs de thèse à ce moment-là? Bon, pas trop différente de d'habitude, je dirais, parce que vu que, faut être assez autonome et tout, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis ma première année.
Donc, en fait, je leur faisais un mail, je pense, tous les 2 mois et demi pour leur dire où j'avais avancé, quels étaient les nouveaux résultats, etc. Puis c'est vraiment pas eux, en fait, qui vont venir derrière moi pour me dire alors, t'en es où, qu'est-ce que t'as fait, etc. Donc moi, au fur et à mesure que je validais les cours, je leur envoyais le diplôme, eux, ils étaient ravis. Et puis, je leur ai proposé, voilà, le report des dates dans le cadre du plan qu'on avait soumis pour la demande de fonds qui avait été acceptée. Ils ont dit OK, très bien. Et puis voilà, tout a roulé comme sur des roulettes. Bon, bah c'est super, c'est important d'entendre un peu de positif en ce moment. Oui. Pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais des conseils, des petits tips à donner à des étudiants qui peut-être voudraient faire un doctorat mais ne savent pas trop? Et est-ce que tu aurais des conseils également à donner à des doctorants qui sont actuellement en train de faire leur thèse? Alors, je pense, le meilleur conseil que je peux donner, et justement ce qui nous permet aussi de garder notre motivation, peu importe les temps qu'on vit, c'est de choisir un sujet qui vous plaît. Parce que franchement, c'est vraiment le plus important. Sinon, au bout d'1 an, vous allez vous dire j'en ai marre, pourquoi j'ai choisi ça, vous allez tourner en rond et vous n'allez pas avancer. Donc ça, vraiment, c'est un choix, je pense, qui est crucial et qu'il faut vraiment réfléchir. Et puis, pour les doctorants finalement actuels qui se retrouvent, je dirais, peut-être un peu bloqués dans leur thèse de par la situation sanitaire, bah voilà, faites des cours en ligne, allez sur des plateformes comme Coursera, développez vos skills, même si c'est, je sais pas, dans un autre domaine complètement à côté qui vous plaît, parce que comme ça, bah finalement, vu qu'on sait qu'on va avoir une crise aussi de chômage énorme, bah voilà, développez vos compétences, voyez plus large et puis lancez-vous, surtout qu'on n'a pas forcément besoin de payer. Donc ça, c'est aussi important. Voilà mes petits Merci conseils. beaucoup Marie, je suis très Avec contente plaisir. de t'avoir eu dans ce podcast et puis merci pour tous tes conseils et on te souhaite une bonne fin de thèse. Merci, à toi aussi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je profite de ce podcast pour vous parler d'une annonce qui vient tout juste de sortir avec l'équipe POC Science et l'équipe de C'est pas sorcier. Donc du 26 avril au 3 mai, il y aura sur Twitch tout plein de lives qui vous sont proposés par notamment l'équipe POC Science, mais aussi des partenaires dont je fais partie. Et donc pendant cette semaine, on a essayé de vous créer des lives totalement différents des uns et des autres pour aider à notre échelle, comme on peut, les étudiantes et étudiants actuellement, pour vous donner du baume au cœur et puis tout simplement pour passer une superbe semaine tous ensemble. Donc, c'est un projet qui a été réalisé vraiment avec la volonté de l'équipe de C'est pas sorcier et de POC Science. Donc, je vous invite réellement à suivre l'actualité, que ce soit sur Twitter ou sur mon Instagram, par exemple. Et pour moi, on se retrouvera donc le jeudi 29 avril avec Indé Science et avec le Science Comedy Show et bien évidemment mon acolyte Eva Petit-Demange. Donc, je vous attends nombreux et nombreux et puis à très bientôt.